Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je m'en vais en haut filmer les clochers de Périgueux avec la vue super fantastique. Alors, on se voit de l'autre côté avec toutes mes shots, toutes mes prises. C'est vraiment unique en son genre. Et je vous parlerai un petit peu de l'histoire de ces clochers qu'on trouve. J'ai bien hâte. On se voit de l'autre côté. Allez, surtout se balader. Là-haut, on va commencer à l'intérieur. Petite chose juste avant de rentrer, il faut savoir qu'on est sur un édifice ici du 19e siècle, donc relativement récent. Par contre, à l'intérieur, on a déjà une histoire beaucoup plus ancienne. Je vais vous donner pas mal d'infos à ce sujet-là. Il faut savoir également qu'on est situé sur le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. On rentre doucement, on va prendre un petit peu de temps. La première qui est connue ici, c'est qu'il a chassé le dragon qu'on avait dans la tour de Vaisonne. Tout le monde là, je la remontre au cas où, car pour certains, ça semblait peut-être pas forcément dans les mémoires, c'est celle-ci. Donc évidemment, on avait un dragon à l'intérieur. Saint-Front a chassé le dragon en tapant sur le sol avec son bâton pour faire fuir la bête. Là, on a tout simplement l'image des anciens cultes qui étaient au départ le lieu de la déesse Vésuna, la déesse gréco-romaine, pour l'arrivée du christianisme. Et nous, notre dragon, avec Saint-Front, on a ici, vous voyez, sur le vitrail avec le personnage au milieu en violet, c'est Saint-Front. Et au-dessus de sa tête, le dragon de la tour de Vaisonne. Sous sa manche blanche, sous sa main droite, on a une représentation de la tour. Au sud d'ici, vers Bergerac. Et le couleuvre, c'est un espèce de monstre hybride entre le dragon, le serpent, un peu un monstre du Loch Ness, notre Nessie à nous si on veut. Il vivait sur la Dordogne. Évidemment, il terrorisait les villageois, il coulait les bateaux. On a fait appel à Saint-Front pareil pour en chasser. Alors ce personnage-là, ce culte en tout cas, il se développe énormément au VIe siècle avec un évêque qui s'appelle Chronope, ici, début du VIe, qui a tout simplement construit la première cathédrale importante de l'époque dans le bourg de la cité, pas très loin de la tour de Vaisonne, dans l'ancien quartier gallo-romain au départ. C'est ici où on a eu tout simplement nos premiers chrétiens, et on a eu ce culte de saint, et on a eu un très grand incendie vers 1120 qui a ravagé tout simplement les toits de la première église et du monastère qui s'était installé à côté. Juste car le monastère a besoin d'être agrandi, et on va construire un édifice tel quasiment qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec un plan en croix grecque. On n'est pas ici sur une église en forme de croix latine avec une branche plus grande, plus longue que l'autre. On a ici 5 travées carrées en comptant la travée centrale. Et en plus, on a nos coupoles. Alors la forme de croix grecque plus les coupoles, au XIIe siècle en Europe, ça n'existe pas vraiment. On a Saint-Marc à Venise et c'est à peu près tout. Pour faire repérer, on a nos coupoles, notre forme d'orient qui est là. En bas, on a la forme carrée. Il y a une autre forme géométrique entre les deux, juste au-dessus des piliers de chaque forme. Les triangles un petit peu arrondis à chaque fois, juste en dessous des coupoles. C'est ça le pendentif. En fait, toute la coupole repose sur ce pendentif-là et va donner le poids aux piliers et au mur. Alors en partie, car on va voir un autre système là-haut qui permet de maintenir le tout. Et donc, ces églises-là, on les nomme notamment des églises d'architecture périgourdine. Donc il y a peut-être encore un petit lien aussi avec l'église byzantin. Ça reste une grande question ici, est-ce que c'est vraiment byzantin ou non? Entre spécialistes de l'architecture ou de l'histoire, ils se battent un peu à travers des articles universitaires. Il y a quelques petites punchlines sur les méconnaissances des uns et les oublis des autres pour arguer en fait de telle ou telle hypothèse. Moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je précise tout simplement qu'il y a deux versions, c'est tout. Et je vous ai dit que cette bâtisse-là était du 19e. Effectivement, ce qui s'est passé au 12e, c'est qu'on a construit avec de la pierre locale, du calcaire, qui devient poreux au fil du temps. Et donc de décennie en décennie, de siècle en siècle, avec la pluie, le gel, les tempêtes, le soleil, etc., la roche a fini par absorber l'eau. Il était quasiment en train de pleuvoir au 18e. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé de grands toits en ardoise pour protéger l'édifice. Et ces toits-là, ils ont duré une centaine d'années pour protéger les deux. Ça tombe bien, on a des photos qui datent du coup de 1850, le tout début de la photographie, qui montre notre cathédrale avec du coup des toits par-dessus
il protège les dômes sont juste en dessous. Donc, le décor ici, il est 19e majoritairement. Et il y a une chose en particulier que Paul Abadie a dessiné et a commandé. C'est ce lustre-là, qui représente la Jérusalem céleste. On va en parler un petit peu après, il y a une petite anecdote notamment, évidemment liée à celui-là. On prend un petit peu de hauteur. La place de la Côte, c'est le marché ici, le mercredi et samedi. Ça fait un petit bout de temps que c'est le marché. Vous savez depuis combien de temps? Depuis le Moyen-Âge, depuis l'unification de la ville en 1240. C'est-à-dire que ça fait presque 800 ans qu'on a un marché ici, toutes les semaines. Alors, petite information en plus, on a autre chose d'encore plus ancien sous la place de la Clotre. Alors pour ça, il faut penser église, cimetière, on a des sarcophages. En fait, il y avait eu des travaux ici prévus en 2012, on a fait des sondages archéologiques auparavant. Et on a découvert des sarcophages de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen-Âge. Et c'est où, là, sous la place? Au niveau du parking, là, à peu près à 1 mètre, 2 mètres, donc pas si profond que ça. Toute la colline était utilisée en tant que nécropole. On avait auparavant la ville de Vézuna, qui était derrière, à environ 10 minutes à pied. On verra un petit peu tout ça de là-haut, je vous refais un petit historique de la ville. Et cette colline-là a été utilisée en tant que lieu de cimetière. Alors là, pour revenir à nos sarcophages, ils sont en pierre, ils n'ont pas de décoration particulière, donc ils sont toujours là. Par contre, les os ont été amenés dans d'autres cimetières. Ici, on avait énormément de bâtiments tout autour du monastère. La salle capitulaire est la salle où se réunissaient les moines de l'époque. Il s'agissait de chanoines qui étaient de l'ordre de Saint-Augustin et qui fonctionnaient en collégial. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un abbé à leur tête, mais ils décidaient tous ensemble, en collège, d'où le nom tout simplement. On a gardé ici, sur la partie juste face à vous, des arcs romans qui datent du XIIe siècle. Et sur les arcs un peu plus anciens, centrés comme ça, c'est du gothique, c'est plutôt 14e, 15e. De ce côté-là, ce sont les mêmes. Alors là, on a le cloître qui est de ce côté. On a un puits qui est de ce côté-là. Il est vraiment profond, on peut vraiment techniquement l'utiliser, mais ça ne se fait pas. Car on est ici dans le monastère au sein d'un cloître et le but c'est une image du paradis. On ne rentre pas, les moines ne rentrent pas dans cette partie et on a des représentations des 4 éléments. La terre assez facile, le ciel avec l'ouverture assez facile et l'eau c'est avec le puits. Voilà. Il n'y a personne qui y va. Il n'y a personne qui y va. Bon, on rentre pas dans le paradis tant qu'on est vivant. C'est libre. Voilà. Pas mal de bâtisses autour. Déjà, au niveau du parc du Toin qui est juste en face, au niveau des arbres, on avait tous les lieux de vie. Les dortoirs, le cellier, le réfectoire, les cuisines, etc. C'est bâtiment sur 2 étages. On en avait un autre à l'angle là, en face de la maison, avec les volets bleus, dans l'espace où il n'y a absolument rien actuellement. C'était à l'époque ce qu'on appelle le grenier du chapitre. On avait une haute demeure, un peu une maison tour, avec de nombreuses colonnes, des chapiteaux, c'est-à-dire les parties au-dessus des colonnes décorées. Et on estime que ça appartenait tout simplement aux chanoines ici et qu'ils l'ont utilisé pour accueillir des personnes de haut rang. Après, ça a appartenu à la mairie et ils l'ont plutôt utilisé comme grenier à blé. Au niveau de la place de la Clotre, on avait après plutôt ce qui était les classes pour les moines, les administrations et après la résidence de l'évêque. La place de la Clotre était beaucoup plus petite. Et on a même eu ici, vers l'an 1100, une toute première enceinte constituée des bâtiments du monastère et de l'église à l'est et à l'ouest de la place de la Clotre qui était fermée avec les bâtisses déjà que je vous ai décrites plus quelques petites palissades, des portes et le soir on fermait tout pour la tranquillité des moines. Le jour c'était ouvert et c'était déjà une zone importante de commerce. Bon là on va commencer à avoir une vue sympathique. Petite précaution avant, personne n'a le vertige, pas de problème. Si quelqu'un en moment se sent mal pour X raison, il y a de quoi se poser dans un petit coin, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez peut-être déjà vu, on a des cadavres de pigeons ici. Et il y en a plein partout sur l'édifice. Il faut savoir qu'on a un couple de faucons pèlerins, tout là-haut, sur le clocher. L'espèce a disparu en 1963, elle a été réintroduite récemment. Et du coup, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la faune locale, un peu moins pour les pigeons, à vrai dire. Heureusement,
Là-bas, dans le centre-ville, ils vivent encore bien leur vie. Hein. Les miens, ils font du skate sur mes Velux. Donc bon, ça va. Ils sont à l'aise. Donc c'est les cadavres, c'est l'œuvre des faucons pèlerins. C'est l'œuvre des faucons pèlerins. Là, On va les voir. non, alors de temps en temps, on peut les entendre, mais il faut vraiment avoir de la chance pour les voir. On les entend d'abord avant de les voir. Et ils ont fait des petits en revanche. Là, l'hiver dernier. Donc, à mon avis, ils peuvent commencer à voler. Mais bon, ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Ils ont peut-être trop chaud, à mon avis. Ils restent tranquilles au frais. Voilà. Une colline qui s'appelle la Curade. Et sur la gauche, alors pour nous cacher un petit peu derrière Lanterneau, en se décalant la tête, on la voit au travers des piliers également. C'est la colline des Cornebeufs, la plus petite. Et bien, le début de l'histoire de Périgueux, en fait, ça se passe sur ces collines. Je mets de côté toute la préhistoire. Je vais vraiment parler du début de la présence humaine assez importante avec nos premiers Gaulois. Alors peut-être entre 10 et 15 000 personnes, c'est un peu difficile à estimer. On a retrouvé des traces d'un oppidum qui date de -100 sur la colline de la Curade. Alors l'oppidum, c'est l'image un petit peu du village fortifié dans Astérix et Obélix. Mais il y a eu des recherches récentes qui ont mis à jour qu'en réalité, c'était pas des zones complètement de défense protégées. On avait des espaces ouverts. D'ailleurs, nous on a retrouvé beaucoup d'amphores, de céramique, de parures, mais aucune arme, par exemple, aucune trace d'armement. Sur la petite colline derrière, là, les Cornebeufs, il y a plusieurs hypothèses pour son occupation. La première, c'est tout simplement des demeures d'aristocrates car on a retrouvé du mobilier prestigieux. La deuxième, c'est qu'on aurait le sanctuaire de la première déesse gauloise ici qui s'appelait Wessona, une déesse liée à l'eau et probablement à une source d'eau qu'on avait entre les deux collines. Exactement, c'est devenu Vézuna par la suite. Alors, la troisième hypothèse, c'est que tout simplement sur la colline des Cornebeufs, celle-ci fait partie d'un bourg plus grand, en comprenant la Curade, la colline et même les bords de l'île que nos Gaulois occupaient déjà. Quand on a retrouvé des traces, il n'y a pas très longtemps du coup, d'occupation gauloise vers le quartier tout simplement où on a la piscine Bertrand de Born et la caserne de pompiers. Alors, on a eu évidemment les conquêtes romaines, vers -58, -52, et en -16, l'empereur Augustin a délimité, reformé un peu son territoire et décidé de 21 grandes cités en Aquitaine. Ici, ça en a été une. On a eu la cité gallo-romaine de Vézuna, avec du coup la tour que vous voyez, la tour de Vézone, qui a été dédiée à la déesse Vézuna, anciennement Wessona. Il y a eu un syncrétisme, un mélange des cultes pour cette déesse-là. La ville a connu son apogée au second siècle. On a eu au IVe siècle une petite récession, on va dire, et surtout elle s'est entourée de murailles. Et on a eu l'arrivée en même temps, du coup, de la chrétienté. La première cathédrale était de ce côté-là. C'est là notamment le bourg de Chronope où on a eu au départ le culte de Saint-Front qui est né, qui s'est développé, et les premières reliques avec l'église Saint-Pierre. Et au fur et à mesure, en avançant dans le Moyen-Âge, on a eu ici notre église avec les transferts des reliques, tout le quartier qui s'est énormément développé, et c'est vraiment ici que tout va se jouer pendant le Moyen-Âge et après à la Renaissance. Donc on est vraiment sur cette église-là actuellement, sur le point historique de la création de la ville de Périgueux. On a là sur les écailles, une écaille un peu différente des autres. Il y a une tête. Tout le monde là, le visage un peu plus blanc. Ah ouais. Ici, c'est tout simplement un sculpteur qui a laissé une trace. Lorsque on travaillait longtemps sur un édifice en tant que sculpteur, souvent l'architecte autorisait à laisser une petite signature, quelque chose. Donc peut-être le visage de l'architecte ou du sculpteur ou quelqu'un d'autre, une petite blague comme ça. Voilà, pour les, on peut s'amuser à... voilà. Bref. Alors, pas trop chaud, ça va? Je vous laisse encore un petit peu au soleil, on passera à l'ombre après. Car il y a pas mal de petites choses à dire. N'hésitez pas à prévenir derrière moi si vous voulez signer. On voit très bien tous nos lanterneaux. Alors, je vais vous parler des décorations après, car les décorations ne sont pas nécessairement les choses les plus importantes de l'édifice. Les lanterneaux et surtout leur base, le piédestal, c'est ça qui fait tenir d'ailleurs tout l'ensemble. Je vous ai dit au départ que nos dômes étaient extrêmement lourds, qui reposent sur un pendentif, les petits triangles au-dessus des piliers, et que tout le poids est donné aux piliers et aux murs. Sauf que ça suffit pas. Les dômes sont tellement lourds que si on avait uniquement les piliers et les murs, ça se l'effondrerait. Il faut d'autres systèmes. Comme dans les églises romanes, par exemple, on a des contreforts qui vont donner plus de force aux murs et, par des jeux de force, tout simplement, vont
annuler le poids des structures les plus lourdes en hauteur. On a le même principe après à Notre-Dame, avec les arcs-boutants, c'est juste que ça permet de monter plus haut. Et alors là, c'est pas la technique que Paul Abadie a choisie pour réussir à faire contrepoids avec ses dômes. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a renforcé les angles de chaque dôme. On a notre dôme central ici, qui est à gauche, et donc le dôme est là, et à chaque angle, on a des lanterneaux. Pareil à chaque fois, sur chacun des dômes, on a deux lanterneaux ici, de là et de là. Ça vient renforcer le mur et faire du contrepoids avec le dôme à côté. C'est comme ça que le tout tient. On a donc au total 17 lanterneaux ici, en comptant ceux qui sont sur les coupoles. Et il y a pas mal de petits détails sur ceux-là. Alors, n'hésitez pas à avancer un petit peu plus pour bien les voir. Car on a un, vous voyez, ce qui ressemble un petit peu à une plante, à une feuille de palmier. On a des petits ronds en dessous, et bien ça s'appelle une palmette, ce rond-là. C'est roman, ou en tout cas, c'est comme ça que Paul Abadie a voulu mettre en avant le style roman sur cet édifice. Mais attention, c'est le style roman que lui s'imagine au XVIIIe, c'est pas exactement celui de l'époque. Il a perdu pas mal d'informations, malheureusement, avec la roche qui était dans un piteux état. Donc, là, on a le style roman d'Abadie, avec notre palmette complètement centrée. Sur la droite, sur la colonne, on a une autre forme. On a pareil la petite palmette, mais elle est décentrée. Et on a une petite boule au-dessus. Et en dessous, on a des petites bornes. Et il y a encore une troisième palmette un peu différente. Celle-ci, pareil, est décentrée. On n'a plus les petites boules, mais l'eau vient licher le haut tout simplement du chapiteau. Et on a des petits triangles qu'on appelle des dents de scie. Ces dents de scie-là, on va les retrouver au niveau des écailles, tout en haut et en bas également. Ce sont les petits détails qui font l'élégance ici des lanterneaux et qui se répètent sur toutes les colonnes, toutes les 3 colonnes à peu près. Le motif s'alterne. Alors, ce qui se frappe également, ce sont nos écailles. On les voit à peu près partout, mais c'est pas Paul Abadie qui les a inventées. Il les a repris d'un autre endroit. Tout d'abord, de l'église cathédrale Saint-Étienne, qui avait d'abord un toit en dôme avec des écailles. Et on les a ailleurs ici, les écailles, qui datent du XIIe. Alors là, on a un peu le soleil en tête, dans la tête. Mais là, sur le clocher, on a des écailles encore là-haut. On va mieux le voir un peu de l'autre côté. Mais le clocher, il date du XIIe siècle. Ce sont uniquement les parties extérieures qui ont été refaites, un peu remaniées. Mais il était déjà là, avant Paul Abadie. Alors, on va avancer un petit peu. Venez, on va être un peu plus à l'ombre. Et là, on commence à repérer que sur nos dômes, avec nos écailles, on n'a pas que des écailles. On a des marches, on a un petit accès ici avec une échelle, on a une petite porte en haut. Est-ce que vous savez à quoi ça peut servir d'avoir une porte en haut? Pour les pigeons. Pour les faire fuir. Alors, pour regarder ce qui se passe, c'est vrai, ça peut être pratique, mais il y a encore plus pratique. Notamment au 12e, il y a le haut du clocher, encore plus haut. Non, pareil, le haut du clocher, ça aurait pu être utilisé plutôt pour ça, clairement. Pour mettre de la lumière. En fait, alors oui, niveau lumière, mais de quel côté? Parce que c'est pas en haut, en fait. Ouais, mais dessous, sous la... C'est pour dessous, c'est pour les lustres, en fait, pour les monter et les descendre. Alors, on les montait pas, on les descendait pas tous les jours. Car pour éclairer tout simplement la bâtisse, de nuit, normalement, on utilise des bougies. C'est-à-dire pas des chandelles. Les chandelles, c'est celles qu'on utilise dans les maisons à l'époque, mais qui sont faites en suif et qui donnent le haut des murs complètement noir à hauteur de tête. Donc celles-là, on ne les utilise pas dans les beaux bâtiments. On utilise plutôt des bougies en cire d'abeille, mais qui coûtent extrêmement cher. Et vous vous rendez compte, pour un lustre comme ça, le nombre de bougies qu'il faut multiplier par 5. Donc c'est uniquement utilisé lors des grandes cérémonies, d'intronisation d'un évêque par exemple, de mariage important, de baptême important ou autre. C'est tout. Pour la petite histoire en plus, avec le lustre, le central celui-là, je vous avais dit que c'est Paul Abadie qui l'a dessiné. Il a été réalisé très tôt, dès 1853. Sauf qu'en 1853, ça faisait à peine un an qu'on avait commencé les travaux. Donc on ne l'a pas installé ici. Il a été installé à Paris, à Notre-Dame, et il a servi au mariage de Napoléon III avec l'impératrice Eugénie. Il a ensuite été installé là. Donc le lustre, celui-là, a un peu vécu, on va dire. Après, pour se donner un peu une idée du poids, il faut savoir que lui fait quand même une demi-tonne. Et les autres sur le côté, environ 200 kg.
Donc faut pouvoir se fait trimballer en effet, de Paris jusqu'à ici. Encore de logis, ici, avec les petites lucarnes et les volets bleus. Tout le monde là, la grande bâtisse avec les volets bleus. Eh bien celle-ci, il faut savoir qu'au départ, elle date du XIIIe siècle. Elle donne sur la place du Coder. On a une porte qui a été refaite à la Renaissance avec des sculptures devant, notamment un dauphin. Je vous laisserai essayer de le retrouver après, sachant qu'il n'a pas une tête de dauphin. Attention. Une tête de dragon, pour le vrai. Mais c'est bien un dauphin. Alors, juste sur la droite, on a un petit balcon très sympa, je pense, pour prendre le café le matin. Et bien, juste en dessous, on a une grande tour d'escalier, un escalier à vis qui date du XIVe siècle. Il donne sur la petite galerie de Ménil. Là, on a notamment l'Indien et le restaurant Les Coupoles, qui a un petit bout de terrasse. Le bâtiment vise derrière, avec le toit pentu comme ça en ardoise. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, il y a des pièges, attention sur celui-là. Alors, ça ressemble beaucoup à une chapelle, on est d'accord. C'est la coutellerie, en fait. Le bijoutier est juste à côté, exactement. C'est le bâtiment de la coutellerie, mais qui est complètement Renaissance. Par contre, le haut, effectivement, vous l'avez dit, sans savoir peut-être, c'est pas une chapelle, mais c'est gothique. Car effectivement, les toits pointus comme ça, et surtout l'avancement avec la petite scarcelle, les petites points en haut, et surtout les formes sur le côté, c'est du gothique. Et le gothique, pour nous, on l'associe nécessairement aux bâtiments religieux. Sauf qu'à l'époque, c'était à la fois sur des bâtiments civils et des bâtiments religieux. Et donc pour nous, forcément, le gothique, ça équivaut à un édifice religieux. C'est pour ça qu'on a toujours cette image de la chapelle dès qu'on voit ce bâtiment-là. Alors, pour les autres bâtiments... oui, ça a été racheté. C'était une petite tour, un peu de château, de petit manoir, un petit tour de sorcière ou autre. Alors, cette tour-là, je ne sais pas si vous la situez. Vous voyez la place de l'ancien hôtel de ville, où on a l'ancienne mairie, la pharmacie en dessous. Eh bien, quand on est en face, sur la gauche, on a une bâtisse assez particulière avec une grande tour en avancement. Au-dessus, la librairie Les Ruelles. Alors, dans cette grande tour-là, on a un escalier qui ne permet pas d'accéder au dernier étage. On accède au dernier étage par une petite tourelle, celle-ci, où on a un petit escalier à vis à l'intérieur et on a le petit toit par-dessus. Quand on est sur le côté, en fait, on la repère. Sinon, on ne fait pas forcément attention. On ne peut pas y monter, pareil, ça appartient à quelqu'un. Petite chose intéressante en revanche, c'est que le dernier étage, souvent, de ces grandes tours-là, c'est ce qu'on appelle le chartrier. C'est là où on va conserver les chartes, c'est-à-dire les documents importants, les sceaux, les titres de noblesse qu'on en possède. Voilà. Déjà, pour information, celui-là, vous voyez, il diffère beaucoup des autres. Ce qui s'est passé, c'est que les originaux, ce Paul Abadi, que je vous ai décrit tout à l'heure avec la palmette, malheureusement, ils ont connu quelques soucis. Il y a l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur, et avec le jet, elle a fait éclater la roche. On a dû les refaire dans les années 60, et on les a refaits en calcaire, toujours, mais plus solide, notamment de Charente, et pour un bout aussi de carrière venant près de Poitiers. Ce qui s'est passé, c'est que les architectes, ils sont un petit peu amusés pour quelques-uns, et ils ont changé les décors ici, sur les chapiteaux, sur le haut. Alors, on a plusieurs représentations. Celles le plus sur la droite, elles sont pas faciles à deviner, mais on a une femme et un homme qui lui tient la main. De l'autre côté, il y a un deuxième personnage, on peut pas vraiment le voir malheureusement, mais il lui tient la main également. C'est une femme qui danse, et ici, c'est tout simplement le vice, évidemment. Quelqu'un qui danse, qui prend du plaisir, c'est le vice. De l'autre côté, en revanche, on a une femme qui se confesse, et là, c'est la vertu. On a le vice et la vertu qui sont représentés directement ici. Pour le reste, après, ce sont principalement des métiers, notamment anciens et du Moyen-Âge. Alors, il y en a pas mal, je ne sais pas si vous pouvez les repérer un petit peu. N'hésitez pas, au fond, à vous rapprocher, vous les verrez mieux, si vous voulez. Allez. À mon niveau, c'est là où on voit à peu près le mieux. Modifie un petit peu les premières formes des photos de Paul Abadi. Car au départ, ce qu'on avait principalement, c'était les décorations plutôt sur celui-là, en forme de pain. C'est Paul Abadi qui a laissé celle-ci. Et ils ont modifié pas mal de petites choses après. Surtout, c'est l'intérieur. Alors on peut commencer à redescendre doucement. N'hésitez pas à vous faire des dernières têtes tout à l'heure. Il faut savoir qu'on avait tout simplement la première église. La première église, c'est celle qui a connu la venue des reliques de Saint-Front et qui a brûlé vers 1120. Les historiens s'imaginent avec l'entrée à peu près au niveau du portail qu'on a juste là.
et l'arrière au niveau du clocher. Elle était comprise entre les deux murs, donc relativement étroite. Certaines personnes s'imaginent même avec 3 nefs, c'est-à-dire un bas-côté de chaque côté et un intérieur du coup assez resserré. Alors, ça a beaucoup été modifié, notamment avec les travaux de Paul Abadie. On avait prévu même à une époque de mettre une coupole ici. C'est pour ça qu'on a ces grandes tours qui auraient servi de support aux coupoles. Bon, le projet a été abandonné. C'est assez possible car Paul Abadie était un architecte assez dépensier. Il y a eu pas mal de petits soucis d'ailleurs pour essayer de lui attribuer, on va dire, la reconstruction de la cathédrale qui a coûté très cher, son projet en tout cas. Et il est mort avant la fin des travaux. Donc pour ces deux raisons, ça semble assez vraisemblable que le projet ait été abandonné. Au niveau de l'entrée, il y avait auparavant d'autres bâtisses en plus, en avancement de la place de la Côte, qui étaient collées sur ce mur-là. C'était des maisons. Alors nous, ça nous semble assez étonnant car dans notre organisation spatiale actuelle, quand on a des bâtiments religieux ou publics, on peut en faire le tour, ils sont bien aérés. À l'époque, pas du tout, car le grand intérêt de coller une bâtisse à une église, c'est qu'on n'a que 3 murs à construire. Le 4e, il est déjà bien solide. Et on était en plus dans des murailles ici, jusqu'au vers 1750-1830. Donc, on va éviter d'aller créer une bâtisse complètement aérée avec une rue en plus, ce qui est une perte de place. Et nous, on a encore de la chance qu'on a toujours une photo de ces bâtisses-là. Alors, elles ont été détruites à la fin du 19e, après les travaux de Paul Abadie, et elles ressemblaient à cela. Ça, c'est avant la destruction. On avait notamment un coutelier et un vannier. Et il passait par le porche. Ça, Donc ici, en plein milieu du clocher, on a ce qu'on appelle un carillon. C'est une grande structure en bois avec une vingtaine de cloches. Chacun a le nom des saints différents de la région, Saint-Fond, Saint-Silin. Et on en joue souvent. Quelqu'un peut y monter, il tape sur les clenches pour les activer. On a un système aussi automatique pour en jouer. Et il faut jouer de toute manière de ce mécanisme-là pour l'entretien, tout simplement, du carillon, pour qu'il puisse continuer à fonctionner sans souci.